Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est correct de votre côté? Super, merci Philippe. Bonjour Philippe. Bienvenue dans ce webinaire, le troisième webinaire que je fais depuis quelques mois. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est sur l'innovation et collaborer à distance avec un focus cette fois-ci, ce mois-ci, sur les équipes virtuelles. Au-delà du télétravail dont tout le monde, évidemment, a entendu parler ou a pratiqué, les équipes virtuelles est un sujet un peu plus fort et dont je vais vous parler aujourd'hui durant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, le chat est utilisable pour tout ce qui est interaction avec moi, vos questions et tout. Posez-les durant la séance et je suis là pour y répondre dans le cours de mon webinaire. N'attendez pas la fin pour poser vos questions, posez-les durant. Alors, l'agenda, effectivement, on va parler d'équipe virtuelle, d'avantages et d'inconvénients, et ce que c'est qu'une équipe virtuelle. Je vais vous parler d'un cas concret dans une entreprise. Et puis après, on va parler effectivement de comment faire en sorte qu'une équipe virtuelle fonctionne, quels sont les critères, ce à quoi il faut penser quand on veut être sûr que son équipe virtuelle va fonctionner. Équipe virtuelle, équipe à distance, remote, c'est tous les termes que l'on peut entendre. Donc, on va essayer d'y voir plus clair par rapport à ces différents sujets. Alors, on va faire un petit jeu. Où êtes-vous actuellement? Donc, vous avez normalement les droits de prendre le petit pointeur qui est en dessous. Vous pouvez prendre un pointeur pour dessiner et faire comme moi, faire une petite croix pour dire où vous êtes. C'est un petit jeu pour savoir si vous êtes chez vous, en home office, si vous êtes au bureau, si vous êtes dans un tiers-lieu, genre une zone de coworking, ou alors ailleurs, je ne sais pas, en vacances, chez votre grand-mère, n'importe où. Voilà. Donc, prenez arrivez-vous à prendre le petit crayon en bas. En bas de l'écran, il y a un crayon, vous pouvez le prendre. Et voilà, ça commence à venir. Home office, waouh, là on sent que ça bouge. Il y a beaucoup de home office ici. Donc le bureau, donc il n'y a personne pour faire un check là en ce moment, ce matin. C'est tous chez vous. Donc vraiment, le télétravail a bouleversé complètement le mode de fonctionnement. Donc là, clairement, c'est home office, home office, home office. Il n'y a personne qui est dans un espace de coworking, genre WeWork, ou alors un hôtel sur un day use, ou alors d'autres méthodes, effectivement. Ah, il y a un bureau. Super, il y a un bureau. Génial. Enfin, il y a quelqu'un qui ose être au bureau. Waouh. Donc ça, c'est... Charlotte cite, le crayon, c'est possible. Hein. Tu vas en bas, tout le monde y arrive. Donc je pense que as-tu cliqué sur le bon bouton, sur le bon crayon. Donc super. Donc vraiment, je vois que tout le monde est vraiment en home office. Alors évidemment, le télétravail, c'est un sous-ensemble de ce qu'on va parler, de ce qu'on va traiter aujourd'hui, qui est donc les équipes virtuelles. Alors, je vous bloque. Voilà. Maintenant, plus le droit de faire des petites modifs sur la page. Et je continue. Alors, ce qui nous réussit aujourd'hui, c'est plusieurs aspects, d'accord? Tout le monde parle de transfo digital, bien sûr, et donc comment l'intégrer dans nos pratiques, surtout lorsqu'on est soit manager, quand on est animateur de communauté, quand on est formateur. C'est comment je peux l'intégrer dans mes pratiques, en particulier quand mon audience est à distance. Il y a une notion effectivement de collaboration dans un contexte de travail à distance, comme vous avez vécu depuis le mois de mars, accru. C'est comment j'arrive à travailler avec les autres, travailler avec mon équipe, faire réagir les membres de ma communauté, comment j'arrive à faire en sorte que mes étudiants ou mes apprenants réagissent dans mon cours plutôt que de dormir. Donc ça, c'est hyper important. Manager, j'ai une équipe qui est à distance, qui soit chez elle, soit dans d'autres sites. Et donc, comment je fais pour être sûr que mon équipe soit bien intégrée, qu'il y ait de l'engagement entre les membres? Ça, tout le monde a ce genre de besoin. J'ai beaucoup vu de gens parler avec des gens qui m'ont dit oui, effectivement, c'est super important, j'ai un problème de management par rapport à ça. On fait tous des réunions virtuelles, là, comme on fait ce matin. Bon, là, c'est plutôt moi vers vous, mais des réunions virtuelles. Et donc, comment je les rends plus engageantes pour que les gens en face de moi, pour que tout le monde puisse échanger comme si on était dans une réunion physique. Et ça, c'est hyper important j'y arrive pas, ou j'y arrive pas très bien.
La formation à distance, je viens d'en parler. Outils collaboratifs, la maîtrise, on se rend très bien compte maintenant que si on utilise mal les outils collaboratifs, que ce soit la suite Office 365 de Microsoft, la G Suite de Google ou d'autres, on se rend compte qu'on est un peu perdu, qu'on est un peu handicapé par rapport aux autres, et donc on se rend compte qu'on n'arrive pas à maîtriser, et on fait des mails et tout, c'est complètement le bazar, on est submergé de courriels, le mail, le courriel, et donc on se rend compte qu'on n'est pas efficace parce que les gens étant loin, il y a plein d'échanges qui ont lieu par courriel qu'autrefois on faisait de vive voix. Donc là, vraiment, on se rend compte que ce n'est pas très efficace. Et puis à la fin, au-delà du télétravail, qui est je bosse de chez moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est je travaille avec des gens qui ne sont pas dans mon bureau, qui sont dans un autre site, en France, à l'étranger. Et donc, c'est comment j'arrive disons, à faire en sorte que cette équipe distance, qui peut très bien être dans des bureaux à l'étranger, pas des bureaux de l'entreprise à l'étranger, mais que je n'ai pas sous la main, comment je peux effectivement les faire travailler plus efficacement. Et ça, c'est une problématique qui existe depuis au moins 20 ans, si ce n'est plus, dès qu'on a commencé à avoir les conférences téléphoniques. Alors, c'est quoi l'équipe virtuelle? Alors, j'ai une définition, hein. C'est des gens qui ont des compétences complémentaires, comme toute équipe, des compétences complémentaires, donc ça c'est évident. Par contre, qui est dispersée, soit géographiquement, parce qu'elle est effectivement sur plusieurs sites, disons, dans le pays, ou même temporellement, par exemple, elle est sur différents sites, dans différentes zones de temps. Vous imaginez bien que travailler avec une équipe qui est basée en Inde ou aux États-Unis, ce n'est pas la même chose parce que le recouvrement des horaires entre vous et eux est beaucoup plus faible. Il y a moins 6 heures pour les États-Unis. De mémoire, l'Inde, ça doit être 3h30, je crois. Le Japon, c'est 8 heures. Donc, vous vous rendez compte que même l'Australie, c'est carrément 12 heures. Donc, travailler de manière temporellement comment dire, asynchrone, c'est beaucoup plus dur. Les marges, en plus, quand votre équipe, et ça, je l'ai vécu à des gens qui sont aux États-Unis, sur la côte californienne, qui sont en Europe et qui sont en Inde, je ne vous raconte pas pour pouvoir se parler ensemble. Donc, c'est une problématique. Il y a évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On communique, cette équipe virtuelle, comme elle n'est pas physiquement, on communique par des moyens modernes, les fameuses technologies de l'information et de la communication, les TIC, donc comme on fait maintenant avec l'outil que nous utilisons. Et puis, comme ils sont évidemment dans leur coin, le mieux, c'est qu'ils aient des tâches indépendantes pour que chacun puisse travailler dans sa zone de temps, dans son site, indépendamment, mais néanmoins collaboratif pour qu'ils soient ensemble. Ce n'est pas chacun dans son silo, nous sommes ensemble, nous travaillons dans une équipe avec un objectif commun. Nous sommes responsables mutuellement de la sorte de ce que l'équipe va produire, que ce soit un projet ou une équipe. Et donc, nous collaborons ensemble. Et clairement, je vois dans le groupe, que ce soit Philippe Lunt ou Laurence Bécu-Longuet, vous connaissez très bien, même Michel Bonnefoy probablement, vous connaissez très bien ce genre de travail parce qu'on l'a vécu ensemble chez Schneider, qu'effectivement, nos équipes étaient de facto des équipes virtuelles. Et ça, on l'a connu dès le début, lorsqu'on est, même Elodie chez Engie, à la même chose probablement, travailler avec des gens qui sont dans le monde entier. Donc ça, c'est la définition que j'ai pour équipe virtuelle. Et maintenant, effectivement, on peut aller plus loin, c'est qu'est-ce qu'il y a comme conséquence sur la collaboration. Parce qu'évidemment, une équipe qui partage un même espace de travail, eh bien, il y a beaucoup d'informels. Vous le savez très bien, les fameuses machines à café, où on se rencontre, on fait des échanges implicites, on a des coups d'œil, des discussions, qui fait qu'il y a plein de choses qu'on fait en termes d'échanges dont on ne se rend même pas compte. Et vous avez dû vous en rendre compte, évidemment, en étant chez vous, que là, d'un seul coup, en mode virtuel, eh bien, vous vous rendez compte qu'il faut formaliser tout ça. On ne peut plus être dans l'informel parce qu'il n'existe plus. Il faut formaliser. Il faut formaliser, je vais avoir des réunions cadencées avec les gens. Je vais faire du chat pour pouvoir leur parler. Que la fameuse je passe devant et je te dis bonjour se transforme à toc toc via le chat de la messagerie instantanée. Es-tu disponible pour qu'on discute 5 minutes? Donc là, ça demande une formalisation via des médias électroniques qu'on n'avait pas quand c'était de l'informel dans les couloirs. Et donc, ça implique que si on ne maîtrise pas de manière efficace ces fameux médias électroniques, alors on est handicapé. Et il y a plein de gens qui ont révélé, qui se sont rendus compte de leur handicap suite au confinement, parce qu'ils ne savaient pas du tout les fameux codes de fonctionnement de travailler en équipe distante, en équipe virtuelle.
N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions, le chat est disponible pour ça, bien sûr. Alors, je parlais d'abord des avantages des équipes virtuelles et je vais parler d'un exemple. Un avantage énorme si vous faites des projets, c'est qu'on peut démarrer plus rapidement des projets parce qu'on peut prendre les gens disponibles. Imaginez, vous êtes dans une entreprise d'ingénierie, vous avez un client avec un contrat et vous devez donc avoir une équipe avec vous. Est-ce que vous attendriez 15 jours que quelqu'un dans le site soit disponible, qui est important, qui est clé pour travailler dans le projet et donc perdre 15 jours, ou pire, perdre le client, versus je vais prendre quelqu'un de disponible dans mon entreprise, dans un autre site, ou pourquoi pas un extérieur, mais ailleurs, qui lui ou elle va tout de suite être opérationnel pour moi. Il est évident que dans un monde moderne, on ne va pas attendre que la personne soit libre chez vous. Il faut aller la chercher ailleurs. Et donc, là commence l'équipe virtuelle, parce que vous n'allez pas la faire déplacer juste pour quelques réunions. Donc, on va commencer à travailler comme ça. Donc, clairement, on démarre plus vite les projets si on arrive à faire abstraction du lieu où sont situés les gens qui sont membres de votre équipe. D'où, évidemment, le corollaire, c'est comment je fais pour le faire. Évidemment, les gens les mieux adaptés pour le contexte, c'est ce que je viens de dire juste avant. Et potentiellement, on peut avoir une journée de travail bien plus grande. Si vous avez dans vos équipes des gens situés en Amérique ou en Inde, on peut, dans le meilleur des cas, je dirais, faire du 24/24. C'est que je commence à travailler en Europe, je refile le bébé aux Américains, qui continuent après avec les Indiens, et ça revient chez moi. De fait, on peut avoir comme ça des tâches que l'on a fait, on en donne à d'autres personnes qui vont continuer et donc aller beaucoup plus vite en termes de fonctionnement, en termes de livrable. Évidemment, il faut le gérer, mais ça marche très bien. Évidemment, qui dit équipe virtuelle, surtout multinationale, même multi-sites, multi-pays, dit des conflits culturels potentiels, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes cultures, hein, culture de pays, culture d'organisation, même de sites géographiques. Mais par contre, ces différentes cultures peuvent être des synergies dans une équipe diversifiée virtuelle. Alors, pas de contraintes spatiales ni temporelles, c'est là que je peux travailler de chez moi, du bureau où je suis, de n'importe où. J'ai un ordinateur portable, j'ai une webcam, un casque, et hop, je peux travailler de n'importe où. Et donc, maintenant on le voit très bien, les gens sont prêts à partir ailleurs, quitter les grandes villes pour aller ailleurs, parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent travailler vraiment simplement. Évidemment, ça dépend du job que l'on fait, bien sûr. Je suis dans un mode plutôt col blanc, travaillant sur ordinateur, projet ou d'autres, effectivement. Bon, il y a un petit corollaire, évidemment, mais qui pour moi n'est pas le gain maxime. Le gain important, c'est la réduction des coûts de déplacement. Parce qu'évidemment, qui dit équipe virtuelle dit moins de déplacement, moins de coûts. Alors, un exemple que je vais vous donner, mais qui date de 10 ans, mais ça n'a pas changé, hein. Les équipes virtuelles, honnêtement, je les pratique depuis la fin des années 90. Je suis arrivé chez Schlumberger fin 90, début 2000, fin 90. Et en fait, dès le début, on m'a dit, voilà, écoute, Pierre, tu es à Montrouge, mais un bout de ton équipe est à Houston. Et donc, dès le début, on est immergé dans un mode collaboratif avec des gens distants qui parlent anglais avec un accent, évidemment, de Houston, du Texas. Hein. Et puis, vous retrouvez à avoir des conférences téléphoniques, du WebEx pour partager l'écran, même pas avant, c'était NetMeeting à cette époque-là. La caméra, donc j'avais acheté une webcam, des premières webcams pour pouvoir les voir à distance. Et donc, comme ça, on a commencé. Et il y a à peu près une dizaine d'années, donc on m'a dit, voilà, Pierre, tu as un projet, une vingtaine de millions de dollars, et maintenant, pour l'équipe, il faut commencer tout de suite. Donc, un projet sur des usages collaboratifs, un déploiement d'outils collaboratifs. Et donc, j'avais comme expert un expert réseau architecte, mais basé en Angleterre, qui était chez lui, il n'a pas dansé dans les bureaux de Schlumberger parce qu'il avait une femme qui était infirmière et lui devait garder les gamins pendant qu'elle était dans des shifts jour-nuit. Et puis j'avais une autre experte en change management qui était à Houston, qui travaillait du bureau. Et les deux ne pouvaient pas bouger ni se déplacer parce qu'elle, à Houston, avait son mari qui bougeait beaucoup. Donc j'avais deux personnes clés qui ne pouvaient pas bouger. Et j'avais en France une équipe aussi. Et donc, on a dû travailler ensemble comme ça de manière distance. Et on a commencé tout de suite la mise en œuvre du projet avec des gens qui ne se sont jamais vus.
Et les 2 fois, on aurait pu se voir, hein, où j'ai programmé 3 mois à l'avance une réunion d'équipe avec tout ce qu'il fallait. Et bien, manque de bol, la boîte, ces 2 fois, a dit on réduit les coûts parce que le pétrole baisse. Et pouf, mes 2 réunions d'équipe ont planté. Néanmoins, on a réussi à travailler ensemble jusqu'au bout et c'était un beau succès parce que ce projet a eu un prix chez Schlumberger. Donc vraiment, c'est possible. Mais ça veut dire qu'il faut travailler différemment et créer beaucoup de liens entre, et ça j'en parlerai tout à l'heure, créer beaucoup de liens au sein de l'équipe et pour aussi du lien pour casser les problèmes de transparence et des problèmes aussi comment dire, de confiance. Parce que, par exemple, j'avais eu un petit problème entre l'américaine en change et puis mon consultant en France, et les deux ne se parlaient plus, quoi, parce qu'ils ne se comprenaient pas, mais l'autre, qu'est-ce qu'il dit, je ne comprends pas, fait pas ce qu'il fallait. Et donc, je les ai forcés à se parler tous les jours. Donc, tous les jours, tous les matins, il y avait une espèce de check-in, on dirait, c'est toc, 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 on discute, on s'appelle, un chat, pour qu'ils puissent se parler tous les jours de où ils en sont, qu'est-ce qu'ils vont faire, pour être sûr qu'ils soient synchronisés. Et donc, ce qu'ils ont fait naturellement dans le même bureau, en se voyant le matin et en prenant un café ensemble ou un verre d'eau comme en Amérique devant la fameuse machine à eau, et bien là, ça a été tous les jours, on se contacte pour se synchroniser. Donc, c'est fondamental qu'il y ait ces rituels, voilà, le mot rituel journalier pour ainsi dire, de contact entre membres d'équipes virtuelles pour que les gens continuent à être engagés entre eux et que la confiance perdure. J'ai une question d'Ovadia. Ce sujet n'est-il pas intimement lié à une gestion des compétences plus approfondie et transparente des ressources? Oui, effectivement, on ne peut créer une équipe virtuelle, surtout à distance entre différents pays ou différents sites, que si les ressources sont bien gérées. Si la gestion des ressources se fait que moi, je suis le responsable du site et je garde sous le coude des gens parce que je n'ai pas envie qu'on les pique et donc je les rends pas visibles pour pas qu'on me les pique, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire d'équipe virtuelle. Ça dépend que les ressources sont visibles, disponibles et que le système d'allocation des ressources trouve ça normal que quelqu'un aille emprunter, si on veut, quelqu'un à l'extérieur d'un autre endroit, d'un autre site de l'entreprise parce qu'il est disponible et dans ces cas-là, le système de gestion de ressources alloue. Donc, ça demande effectivement une transparence très forte de ce genre de choses. S'il n'y a pas de transparence, ça ne marchera pas. Alors, je ne vais pas continuer là-dessus, mais je vais aller plus loin sur, évidemment, les inconvénients. Alors, je vais prendre le télétravail parce que j'ai bien aimé ce petit article dans le Figaro, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était à la fin du mois de septembre. On avait parlé des avantages, bien sûr, du télétravail, mais il y avait évidemment dans les inconvénients, il y avait quand même différents trucs qui font un peu réfléchir, dont justement une partie qui concerne la notion effectivement de ce qui est la séparation vie pro, vie perso, qui est un problème alors qu'on n'a pas forcément dans les équipes virtuelles, parce que les gens peuvent être dans leur espace de travail de l'autre côté, hein. Donc ça, c'est pas forcément vrai, mais c'est très vrai pour tout ce qui est effectivement équipe, les gens qui sont en télétravail. Mais surtout, c'est la cohésion d'équipe, effectivement, les échanges sont plus compliqués, ça c'est vrai. Dès qu'on passe en mode virtuel, c'est plus compliqué, il faut le planifier. C'est moins fluide que quand c'est en mode réel, effectivement, sur place. Et le rôle du manager, et c'est important dans ce contexte-là, c'est adapter le mode de management à ça. Parce que clairement, si on anime une équipe virtuelle, ce n'est pas la même chose que d'animer une équipe en présentiel. Donc, clairement, ça veut dire qu'il faut transformer son mode de management pour ça. Et ce n'est pas évident pour tout le monde, vous vous en doutez. Donc, pour moi, il y a urgence actuellement, parce que quand on voit, il y a plein d'articles dans la presse, des articles de chercheurs d'ailleurs que je connais, que je citerai à la fin, comme Aurélie du Désert, par exemple, qui est chercheur à Paris Sud, qui effectivement parle beaucoup des aspects télétravail. L'Envie aussi fait pas mal de recherches sur le sujet. Il y a aussi effectivement Emmanuel Léon qui est à l'ESCP aussi qui en parle pas mal justement de ces aspects télétravail, travail à distance. Donc je ne vais pas en parler beaucoup. Par contre, l'urgence, effectivement, c'est qu'il faut continuer à travailler efficacement à distance, même s'il n'y a pas de présentiel. Donc vraiment, c'est comment on fait, quelle est la meilleure manière en tant que manager en particulier. Mais je parle aussi des communautés et je parle aussi des formateurs pour pouvoir être meilleur dans ce mode de fonctionnement
à distance et comment je peux booster mes équipes, parce que maintenant il y a une notion de rebooster le monde pour qu'on recommence et qu'on réembraye et qu'on fasse vraiment du business. Et à distance, il faut trouver des manières de booster son équipe. On ne peut plus faire la réunion commune où on se met ensemble dans une salle, où on va faire une bonne bouffe et tout ça. Donc il faut travailler, il y a plein de trucs et astuces que j'ai expérimenté depuis des années avec mes équipes virtuelles sur comment on booste une équipe, comment on crée du lien, tout en étant chez soi, devant sa webcam, avec les autres en face, en visio, comme on fait en ce moment, nous. Et ça marche très bien. Ce n'est pas aussi sympa que de le faire effectivement en mode réel, mais ça compense suffisamment bien pour que justement l'équipe continue. Et évidemment, si on a des jobs et on a des gens partout dans différents sites, il faut en tirer le parti le plus possible parce qu'on ne peut pas laisser les gens en chômage partiel s'il y a du boulot dans la ville d'à côté, dans le site d'à côté, et oui, on est en trop plein. Il faut pouvoir prendre les gens, alors, les faire bouger en physique, pas forcément facile, mais les mettre en mode virtuel pour bosser sur des projets. Donc là, c'est hyper important de changer de mindset et ça commence à venir. Alors pourquoi, effectivement, pourquoi j'en parle? Parce qu'effectivement, bon, moi j'ai une conviction par rapport au partage des connaissances, à leur valorisation, au rôle des gens par rapport à ça, à la collaboration, à la confiance. Ça fait plus de 20 ans que j'anime des communautés et j'anime des équipes virtuelles. Je donne des cours sur le sujet au CNAM, à l'ESC, non, au CNAM, à Kedge, à Sorbonne Nouvelle et un peu à Schema sur ces sujets-là. Des cours en Master 2 ou des cours professionnels pour le CNAM. Et donc, finalement, pour moi, c'est un mode de fonctionnement tellement normal. J'ai plein de trucs et astuces que j'ai récupérés, glanés et que j'utilise, que, effectivement, je partage sur ça auprès de mes clients pour qu'ils puissent beaucoup mieux avancer sur ces sujets. Et donc, c'est pour ça que en même temps, j'ai créé ces masterclass. Les masterclass qui sont à l'heure actuelle, donc il y en a, donc là, c'est la troisième qui a lieu, j'en fais une tous les mois, qui permettent de pouvoir faire le point sur différents sujets, conjointement avec un article que je publie sur LinkedIn, généralement 15 jours avant, qui, disons, met l'accent sur différents sujets dont je parlerai après durant le webinaire. Avec le prochain webinaire qui aura lieu le 5 novembre, c'est ça, oui, sur le boost. Comment booster l'animation à distance de sa communauté. Et là, il y aura des trucs et astuces par rapport à ça dont je vais vous parler. Et ça, c'est pour le mois de novembre. Donc, gardez la date pour vous. Vous serez informé via LinkedIn et via les autres moyens. Donc maintenant, il y a un petit bouton là-haut, là, prendre rendez-vous. Alors, l'idée, c'est de se dire, voilà, je vous offre gratuitement un entretien individuel pour pouvoir échanger sur votre situation, votre contexte, et puis vous proposer un retour d'expérience adapté à votre situation, soit tiré de mon expérience à moi, ou d'expérience d'autres personnes que je connais, parce qu'étant membre aussi d'une association de praticiens du knowledge management et de la collaboration en entreprise, j'ai plein de REX dont je peux vous parler. Donc, je peux vous fournir un éclairage, une aide, pour ça, et donc venir à votre aide par rapport à votre contexte, votre besoin, votre situation. Je pourrais vous dire, ben voilà, par rapport à ce que vous avez, il y a tel retour d'expérience qui pourrait vous donner des idées pour pouvoir avancer, avoir un éclairage différent sur la situation et comment elle peut être résolue ou qui l'a résolue dans tel type de contexte. Donc, vous cliquez en haut, il y a marqué cliquez ici pour prendre rendez-vous et vous allez directement sur ma page web. Vous pouvez ensuite cliquer pour prendre rendez-vous. Vous aurez mon calendrier Outlook qui va apparaître. Vous prenez une date et hop, comme ça, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec moi pour cet entretien individuel qui parlera de vous. Hein. C'est vous qui parlez et je vous fournirai des billes, un REX, un éclairage, une aide pour vous aider justement à vous en sortir par rapport à votre situation si vous êtes bloqué, par exemple. Alors, on va faire un petit peu de chat, un petit peu de brainstorming, qui est équipe virtuelle. À votre avis, comment bâtir la confiance dans une équipe virtuelle? Donc là, c'est à vous de jouer. Vous avez quelques minutes. Je vous laisse le chat, qui est donc en bas à droite. Vous allez en bas à droite. Et merci Pascaline d'avoir fait effectivement, que vous recommandiez justement cette entrevue. Effectivement, je parle de Rex.
Alors, transparence, merci, Michael. Effectivement, la confiance, transparence, la franchise, ça c'est vrai aussi. Autres idées, le partage, objectif clair. Merci Laurence, merci Pascaline. L'écoute active, oui. Quoi d'autre encore? Comment bâtir la confiance? Idéaliser l'entraide, fondamental aussi, effectivement. Se connaître, si on ne se connaît pas, il n'y a pas de confiance. On a confiance quand les gens que l'on connaît. Hein, c'est humain. Porter attention à l'autre, la bienveillance, oui. Échanger d'informations autour d'un café virtuel. Ah, ça, c'est vrai. Effectivement, Sophie, ça se fait très bien. Ça marche très bien, ça. Une com régulière, oui, pour parler d'autre chose que du boulot. Ça, c'est vrai. Dans des réunions d'équipe, ne pas parler que du boulot, parler de autre chose, c'est hyper sympa. Et si vous venez avec moi dans un Rex, je vous parlerai sur comment, dans mon équipe, on a fait plein de choses, justement, pour aller au-delà de boulot, 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 mais de faire des animations d'équipe où on s'est beaucoup mieux connus, échanger entre nous, fait des choses hyper sympas pour justement créer du lien, de la confiance entre nous. Des coms régulières, l'empathie, des check-in. Comment vous sentez-vous? Voilà, Philippe, très bien. C'est pas comment vas-tu, mais c'est comment te sens-tu. C'est pas pareil. Comment vas-tu? La réponse, c'est quoi? C'est ouais, ça va, merci, et toi? Et il y a zéro empathie, c'est le niveau zéro. Si on dit comment te sens-tu, c'est plus puissant, parce que là, ça veut dire, il faut que je réponde, ben, je me sens bien, je me sens moyen, et là, ça engage beaucoup plus les personnes qui répondent. Donc, le comment te sens-tu, c'est hyper plus puissant que le comment vas-tu. Donc, faites-le. C'est un truc hein, gratuit, faites-le. Dites le matin, c'est comment te sens-tu? Vous verrez, ça marche très bien, et vous verrez que les gens sont beaucoup plus après prêts à échanger avec vous. Feedback bienveillant, effectivement, atelier ludique. Oui, alors on a fait plein de choses comme ça sur des ateliers ludiques. J'en parlerai aussi lors des Rex. Quand vous prendrez rendez-vous avec moi, vous verrez, je parlerai des Rex sur les ateliers ludiques qu'on a fait ensemble. Et certains ont marché, certains n'ont pas bien marché. Hein, ça dépend des ateliers, mais on a essayé quand même des choses sympas, quoi. Alors, super. Donc, c'est vraiment sympa d'avoir tout vos feedbacks parce que vraiment, avec tout ça, la confiance, vous avez tous compris comment on fait pour avoir effectivement de la confiance. Alors, je vais vous parler d'un cas. Un cas chez un client. Alors, c'est une équipe commerciale qui fait des appels d'offres. Donc, qui répond pardon, à des appels d'offres que transmettent les organismes publics, les villes, les régions, les départements, les agglomérations. Et évidemment, un appel d'offres, c'est quoi? C'est un projet. Donc, il faut répondre à un appel d'offres. Qui dit projet, dit un chef de projet pour répondre à un appel d'offres. En anglais, on parle de bid manager. La personne dont c'est le rôle, c'est d'assembler une équipe qui répondra à l'offre en espérant bien sûr la gagner. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se disent, voilà, comment on va faire? On est une équipe virtuelle parce que les autres sont sur différents sites de France. Parce que l'entreprise a plusieurs sites, disons, opérationnels sur différentes régions, parce qu'elle opère sur différentes régions. Et donc, c'est comment fait-on pour que, justement, on puisse échanger. Donc, je dis, voilà, on va effectivement avoir un espace collaboratif commun, avec des documents partagés, une structure de fichiers commun qui sera la même pour chacun des projets d'offres, comme ça on est sûr que les gens vont s'y retrouver entre ça. On aura évidemment très peu de discussions parce que le chat remplacera le mail, parce qu'on peut discuter sur l'espace collaboratif. Les tâches seront visibles par tous parce qu'on mettra une espèce de calendrier avec des listes de tâches, comme ça on saura qui fait quoi. Donc plus besoin d'avoir des réunions de synchro sur les tâches de chacun. Elles seront visibles par tous avec leur état. Alors pour ça, petite question, quel outil ont-ils utilisé? Alors, il y a un petit... Il y a une petite aide, le petit logo à droite indique l'outil qui est utilisé par, bravo Sophie, c'est Teams. Teams de Microsoft a été l'outil utilisé par cette équipe pour pouvoir justement faire ces échanges. Parce que c'est l'outil corporate de l'entreprise. Évidemment, et l'autre chose fondamentale, c'est qu'ils ont fait évidemment des réunions, ils ont pris en visio avec webcam, car je suis, et je ne suis pas le seul, convaincu qu'une réunion d'équipe doit se faire avec webcam pour qu'on se voit droit dans les yeux et qu'on peut
avoir une meilleure interaction. S'il n'y a pas de webcam, les gens feront autre chose. Ils vont lire leur mail, faire autre chose, et vous n'aurez pas d'engagement. Si vous voulez qu'une équipe soit hyper engagée, dans les réunions, il faut qu'il y ait une webcam en marche pour qu'on voit ce que font les gens et être sûr qu'ils sont bien engagés dans la réunion que vous faites. Donc ça, c'est fondamental. Alors, évidemment, je vais mettre quelques screenshots pour vous donner une idée pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est Teams, à quoi ça sert, comment ça marche, ou même ce que c'est qu'un outil collaboratif. Donc là, c'est un exemple de discussion. Alors, évidemment, ce n'est pas eux parce que c'était un peu confidentiel, mais j'ai pris un autre groupe de la même entreprise, mais sur un sujet transverse, qui est effectivement le déploiement des usages collaboratifs. Donc là, on a des discussions entre les personnes. On voit très bien qu'il y a des likes sur des messages de chacun, qu'il y a des réponses, on met des pièces jointes. Donc là, on voit qu'il y a une interaction entre les membres, et typiquement, ces membres se font pratiquement pas de courrier électronique entre eux. Tout se passe via la discussion. Après, on voit très bien qu'il y a un système de fichiers. Donc j'ai des fichiers avec des dossiers, et ces dossiers sont disponibles dans l'application Teams. Mais ces fichiers sont aussi répliqués dans mon ordinateur, comme ça je peux avoir accès depuis mon PC directement pour pouvoir, disons, avoir une synchro locale. Quand je suis débranché du réseau en déplacement dans un train, j'ai accès à l'ensemble des fichiers qu'après je peux mettre à jour sur mon PC et qui après se remettent à jour en synchro sur le serveur de Microsoft, qui après les rebalance sur les PC des autres. Donc comme ça, on a toute une synchronisation assurée de l'ensemble du contenu. Et puis là, c'est le système évidemment de tâches. Donc là, il y a les tâches de chacun avec les différents grands thèmes. On voit très bien tout ce qui est en cours, tout ce qui est terminé, qui est en charge. Donc là, c'est vraiment une notion de gestion de tâches très efficace, très simple, qui permet de pouvoir, pour l'ensemble du groupe, de savoir où on en est. Ça s'appelle Planner dans le langage Microsoft. C'est l'outil effectivement de gestion de tâches. Et puis là, on a là un système de prise de notes qui est OneNote, où là, on a des notes par rapport aux réunions, les notes qu'on peut avoir, et le fameux « Comment te sens-tu » dont Philippe parlait tout à l'heure. Voilà quelques exemples avec les réponses qu'on peut avoir. On peut même aller pointer avec une flèche dessus, faire des petits jeux le matin, comment te sens-tu, les gens checkent comment dire, D'ailleurs, si vous voulez le faire maintenant, je vous laisse checker, si vous voulez, comment vous sentez-vous. Allez-y, je vous laisse checker là en direct dans quelle petite case vous sentez. Donc, typiquement, ça, c'est le système de prise de notes qui est synchronisé entre mon téléphone, l'ordinateur et tout, c'est vraiment génial, plus tout ça autour. Donc, c'est ultra puissant et cette étude de cas vraiment montre que les gens s'en servent de manière très, très efficace entre eux. Alors, il y a Muriel qui dit que ces problèmes, c'est les outils qui vont faire de stockage. Oui, effectivement, un système de fichiers, c'est moyen, mais bon, malheureusement, c'est ce que les gens préfèrent le mieux et on est habitué à ça. Les systèmes autres qui ne sont pas du tout, effectivement, stockage, eh bien, quand c'est base de données, c'est moins clair pour plein de gens. Donc, Microsoft, pour le moment, prend ça. D'ailleurs, ce n'est pas le seul, Google, c'est pareil. Donc, vous voyez, donc, tout le monde, je vois que tout le monde se sent bien là, c'est super sympa. Il n'y a personne qui se sent super mal. Vraiment, je suis super content. Alors, maintenant qu'on a dit ça, c'est quelles sont les conséquences. Évidemment, un calendrier partagé où on met les grandes étapes des gens. Ça, c'est un Excel qui est visible pour que tout le monde puisse mettre à jour le calendrier de l'équipe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le manager, non seulement fait des réunions hebdomadaires quand il le faut avec l'équipe, mais surtout, il fait des réunions individuelles avec chacun. Rappelez-vous, vous êtes manager dans une équipe physique, vous voyez les gens dans le couloir, pourquoi les voir en one-to-one de manière individuelle et disons, cadencée? Là, vous êtes en virtuel, donc pas le choix. Vous devez, en tant que manager, dans une équipe virtuelle, faire des réunions régulières, hebdo, avec des membres de votre équipe, chacun. Il y a des gens qui j'ai parlé qui m'ont dit, depuis le confinement, mon chef ne me parle plus, je ne le vois plus. Parce que le chef fait toujours ses réunions hebdomadaires comme avant. Il n'a pas réalisé qu'il fallait faire des réunions individuelles avec des membres de son équipe pour créer du lien et continuer le lien et parler autre chose que du boulot. Et ça, il faut le forcer. Il faut donc planifier des temporalités où je vais faire ça. S'il n'y a pas de planification, des rituels, eh bien, vous perdez le lien entre les gens. Les rituels, c'est fondamental dans une équipe virtuelle. Évidemment, le manager montre l'exemple. Lui ou elle n'envoie plus de mails.
il utilise l'outil collaboratif pour échanger avec les autres. Donc, c'est clairement, j'ai un basculement de mode de fonctionnement, je bannis l'email et je suis l'exemple. Et si certains ne le font pas, je leur tords gentiment le bras pour leur dire, je ne répondrai pas à ton mail, fais-le dans Teams et j'y répondrai directement. Donc, typiquement, effectivement, eh bien, moins de stress, plus productif, effectivement. Alors, tout n'est pas rose, hein. Les problèmes techniques, ça c'est un problème majeur. Si votre réseau, et ça on l'a vu dans ce cas pratique, certains étaient dans des lieux en périphérie de ville avec un ADSL plutôt poussif, que c'est des gros fichiers pour des appels d'offres à synchroniser depuis leur PC, et des moments où ça plantait, des problèmes de synchro qui ont fait que certains se sont un peu arrachés les cheveux. Donc, ce n'est pas totalement vert, dire super génial. Il peut y avoir des problèmes, justement, de synchro, des problèmes techniques qui font que ça ne marche pas très bien. Bon, ça s'améliore évidemment avec le temps, mais il faut être conscient que tout n'est pas vert. Les problèmes techniques peuvent nous emmerder, surtout quand il n'y a pas de débit, la webcam ne marche pas, le son est assuré, et d'un seul coup, c'est la cata intégrale. Parce qu'il y a mon tête-à-tête avec webcam, bien sûr. Il n'y a pas de tête-à-tête avec quelqu'un sans webcam. Si c'est au téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On se promène, on lit ses mails, on lit autre chose. On dit ouais, blablabla, je t'écoute, mais en fin de compte, je ne t'entends pas. Alors que si on est avec une webcam, on est devant les yeux avec l'autre personne, et là, clairement, on est présent. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. Il y a une présence de la personne. Rappelez-vous, dans un meeting, vous, en tant que speaker, vous ne supportez pas les gens qui lisent leur téléphone au lieu de vous écouter. C'est pareil à distance. La présence, c'est de la politesse de base. Franchement, si j'écoute les autres, je suis là, je les écoute, je suis présent avec eux. C'est comme vos enfants, vous voulez que je sois présent avec vous lors du dîner et pas faire autre chose pendant que l'on mange. C'est pareil, c'est hyper important. Alors le moins de stress, si, c'est moins de stress par rapport non, oui, non, par rapport à une équipe, comment dire, colocalisé, pas sûr, mais par rapport à une équipe virtuelle qui ferait que du mail, le système de management collaboratif réduit fortement le stress. C'est ce que je veux dire. Stress par rapport à une situation où on serait, j'envoie des mails à machin, qui me renvoie des mails, et à la fin, je ne sais plus trop lequel est le bon, quel est le bon fichier. Et là, le stress, il est vraiment hyper haut. D'accord? Le non-verbal, regardez, moi je bouge les mains, hein. Comment on comble le non-verbal? On parle, on discute, on fait des échanges, on parle de tout. Vous voyez mes yeux, donc on prend une caméra haute définition. Là, j'ai une caméra qui fait quand même 1024 pixels, c'est un truc de bonne qualité. Si j'avais une caméra VGA avec 640 pixels, vous me verriez un petit peu en flou. Donc, avoir un bon équipement, il ne faut pas lésiner sur le matériel. Quand vous achetez un ordinateur, il faut avoir une caméra haute définition dessus. Sinon, vous en achetez une à côté, ça coûte 30 €. Et franchement, ça fait la différence. Voilà. Donc, et la confiance, autonomie. Il n'y a pas de confiance sans autonomie et sans gestion par objectif. Les managers qui font du micromanagement, clairement, ça ne marche pas, les équipes distantes, les équipes virtuelles, parce qu'ils n'arriveront jamais à faire confiance et à déléguer leur pouvoir. Donc, typiquement, et à déléguer ce qu'il faut faire. Donc, clairement, ça marche que s'il y a une confiance et qu'on rend autonome les gens et qu'on vérifie a posteriori que le boulot est fait. Mais il ne faut pas être sur leur dos, sinon ça ne marchera jamais. Ça, vous le savez, vous en doutez très bien, mais mieux vous le dire, c'est quand même plus important. Donc, pour terminer, si on veut vraiment se poser la question, c'est, pour moi, il y a quatre grands thèmes où pour réussir cette fameuse adoption des usages collaboratifs. C'est d'abord pour les collaborateurs. C'est est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes, est-ce qu'ils sont capables d'être autonomes, de gérer leur temps, de gérer leur travail. Certains ne peuvent pas travailler de chez eux. J'en connais qui m'ont dit, de chez moi, j'ai toujours plein de trucs à faire. J'ai une machine à laver à lancer, j'ai mon chien, j'ai les gamins, donc je n'arrive pas à travailler de chez moi. Je suis dans mon bureau qui malheureusement est dans ma chambre à coucher ou dans mon salon. Donc, je suis dérangé tout le temps et je n'y arrive pas. Donc, est-ce qu'on peut être autonome? Moi, depuis 20 ans, je travaille depuis chez moi. Voilà, j'ai un bureau, puis il faut le vouloir. Est-ce qu'ils maîtrisent les outils de communication à distance? Sont-ils capables de pouvoir bien gérer la caméra, le micro, le son, les outils collaboratifs et tout? Ça, c'est fondamental. Si ce n'est pas le cas, il faut les former, il faut les booster pour qu'ils puissent être capables de le faire. Et ont-ils l'expérience?
de travailler avec des gens à l'extérieur, des gens d'autres pays. Donc là encore, il y a des formations sur l'interculturel pour pouvoir travailler de manière efficace avec des gens aux États-Unis, en Inde, en Allemagne, etc. On n'a pas les mêmes manières de fonctionner. La notion de confiance est très différente. D'ailleurs, à un moment, je vais publier un article sur le sujet de la confiance parce qu'il y a des bonnes études en Europe. La confiance entre les pays, c'est pas gagné selon quel pays fait confiance à tel autre. Hein. Je vous dis, c'est assez marrant à voir. Justement, le deuxième, c'est privilégier la confiance. Je répondrai à la question de Pascaline juste après. Donc, la webcam. Est-ce qu'on a de la webcam pour avoir de l'engagement et de la présence? Si on a ça, on a plus confiance en les gens si on les voit que si on fait juste qu'on les entendre, même si on les connaît. Et est-ce qu'il pratique l'écoute active? D'accord, c'est hyper important. Est-ce qu'il faut des messages non ambigus? Vous avez tous en tête des mails hyper ambigus envoyés par les gens qui fait qu'on répond 3 fois, 4 fois et on s'engueule par mail au lieu de se parler directement. Est-ce qu'ils utilisent les fameux emojis? J'utilise beaucoup ça moi, dans mes messages, que ce soit par mail ou par chat. Je mets des petits emojis du genre le sourire, je suis content, je ne suis pas content, clin d'œil, pour que les gens comprennent que autour du texte que je mets aussi un message non verbal qui ferait que s'ils me voyaient, ils verraient mon visage. Et les emojis, franchement, c'est fondamental dans un mode de fonctionnement virtuel parce que c'est le moyen de passer des petits messages, les fameux messages non visuels via le texte en mettant les emojis. Donc, je vous les recommande fortement. Il y a plein de palettes d'emojis disponibles sur votre ordinateur. Si vous avez un PC Windows, vous faites le bouton fenêtre et la touche fenêtre et la touche, comment dire, avec le point. Fenêtre point, et vous verrez pas un petit pop-up avec plein d'emojis disponibles. Ça marche sur n'importe quelle application. Donc, fenêtre, point, vous avez tous les emojis disponibles. Oui, point virgule, c'est la même touche. Point et point virgule. Merci, merci Elodie. C'est génial pour ça. Prenez des emojis. Et est-ce qu'ils font du chat? Est-ce qu'ils font du chat régulièrement pour la confiance avec l'autre collègue pour que les gens puissent discuter entre eux? C'est hyper important d'avoir donc du chat. S'il n'y a pas de chat entre les gens, d'échange, toc, 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 comme on fera à quelqu'un sur un bureau autrefois, c'est toc, toc, toc. Est-ce que je peux te déranger pour parler 3 minutes? Le chat, c'est toc, 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 avec un petit message. Es-tu dispo? Si oui, on va discuter un petit peu. Et puis si c'est trop long, on lance une visio, parce qu'au bout d'un moment, la voix et l'échange en direct est bien plus efficace qu'un échange par chat. Mais il faut graduer le toc, toc, toc. Es-tu dispo? Le chat pour la question simple, et au-delà, visio. Quoi. Parce que sinon, si on fait tout d'un seul coup, visio tout le temps, au moment, les gens en auront marre. Donc il faut effectivement. Alors, mais les gens considèrent-ils pas que les emojis ne sont pas pros? Je sais bien que les emojis. Fini. C'est vrai que les emojis ne sont pas pros, mais c'est idiot. C'est pas parce que vos gamins font des emojis sur TikTok que nous, les grands, on ne pourrait pas s'en servir. Donc, franchement, les emojis, depuis, je l'utilisais il y a 20 ans, c'était pas Microsoft, mais c'était IBM avec Lotus, et je pense que c'était SameTime, c'est ça, Lotus SameTime. Il y avait déjà des emojis il y a 20 ans pour que les gens puissent passer des messages dans le chat. Donc, dès le début, on a pensé communication non verbale. D'accord? Donc, les technos de Modern Workplace, tout le monde a conscience qu'il faut des outils pour ça, collaboratifs, qu'il faut savoir comment on s'en sert. Donc, si vos équipes ou vous-même, vous ne savez pas trop, faites-vous former non seulement sur l'outil, mais sur les usages. Comment je fais des réunions à distance, comment je manage à distance, comment je fais des formations à distance pour être meilleur sur la notion de travail virtuel et de réunion virtuelle. Donc, est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que votre entreprise a mis un réseau d'ambassadeurs qui, près de chez vous, dans votre open space, peut vous aider ou à distance sur comment je fais ça? Petit problème, je n'arrive pas à régler ma caméra, ma webcam, parce qu'il me met toujours ma caméra PC alors que je veux de la caméra de webcam. Eh bien, quelqu'un est là pour vous aider. Donc, la notion d'ambassadeur est très efficace. Parce que souvent, le support IT n'est pas la bonne personne pour vous aider. Eux, ils résolvent les problèmes techniques. Les problèmes d'usage, ce n'est pas dans leur périmètre en règle générale. Donc, l'ambassadeur, c'est fondamental par rapport. Et puis surtout, dans les trucs techniques, avez-vous une connexion Internet qui fonctionne bien au bureau ou chez vous? Si vous avez l'ADSL poussif, avec la caméra, ça va être dur. Vous avez la fibre, c'est royal. Donc, il faut penser à un problème technique que vous pouvez avoir. Et donc, à la limite, si vous cherchez une maison pour vous expatrier, par exemple, de Paris, pour aller à la campagne, pensez-y qu'il faut qu'elle soit connectée. Parce que ce serait dommage de se dire, oups,
Je télétravaille de chez moi et il faut que je monte sur le toit avec le téléphone en l'air assez haut pour pouvoir capter du signal pour ma réunion. Non. Donc, il faut penser tout de suite, est-ce que c'est bien câblé? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut? Sinon, vous retrouverez un petit peu coincé. Et puis, le coaching des managers, oui, effectivement, c'est fondamental. Pour moi, je pense qu'il faut un coaching individuel du manager pour qu'il ou elle se rende compte que puisse apprendre à être plus efficace par rapport à ce genre de fonctionnement. Et c'est ce que je fais. Je coach des managers pour ça. Parce que si c'est un collectif avec leur équipe, ils auront un peu honte par rapport à leurs équipes de montrer qu'ils ne sont pas bons. On a toujours honte de montrer qu'on n'est pas bon par rapport à des gens de son équipe. Donc, typiquement, le mieux, c'est de coacher les gens individuellement pour qu'ils apprennent à leur rythme, car généralement, plus on est, allez, je vais un peu, plus on rentre, plus on est âgé en général, plus on est adulte, plus simple, moins on apprend vite. Moi, j'ai des cours à des élèves de lycée, des élèves de fac et adultes. On voit très bien que quand on est adulte, on a plus de mal à apprendre les choses que lorsqu'on est au lycée ou au collège. Donc vraiment, le coaching one-to-one est très efficace par rapport à ça sur les usages collaboratifs pour montrer par l'exemple sur le poste de travail, voilà comment on fait. Tu veux faire ça, ben voilà, tu fais clic, clac, 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 voilà. Et ça, on peut le faire à distance parce qu'on peut partager l'écran et on peut prendre le contrôle à distance de l'écran de l'autre et montrer avec la souris où il faut cliquer pour que ça marche. Donc, pensez-y, c'est très efficace de faire du coaching. C'est peut-être aussi du coaching non seulement sur l'usage, mais aussi sur son mode de fonctionnement. Vous posez plein de questions. Comment est-ce que vous fonctionnez? Comment vous faites vos réunions avec vos équipes? Est-ce que vous êtes plus dans un mode vertical, top-down ou horizontal? Donc, plein de choses comme ça qu'on peut voir avec le manager dans son mode de travail de tous les jours via le coaching. Et donc, on peut lui faire comprendre que, il y a un moment, il faut qu'il ou elle change de posture parce qu'il va se rendre compte par rapport aux questions qu'on lui posera qu'il faut travailler différemment pour pouvoir animer. Aussi se poser la question, est-ce qu'il y a des bonnes règles de fonctionnement d'équipe? Est-ce que c'est pas que du one-to-one et puis, ou du one-to-many, oui, mensuellement tous les 15 jours, mais pas de one-to-one? Donc, comment ça marche? Est-ce qu'il fait de la reconnaissance par rapport à ses troupes? Est-ce qu'il reconnaît de manière visuelle, efficace et disons démonstrative auprès de tout le monde que des gens de l'équipe ont fait un bon travail? Est-ce qu'ils respectent, est-ce qu'il est sûr que les gens se respectent trop? Très, très important par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des gens isolés dans l'équipe? Est-ce qu'ils les repèrent pour les ramener dans le groupe? Parce que c'est un grand classique, surtout en équipe multiculturelle. C'est celui ou celle qui ne parle pas anglais correctement se fait larguer par les autres. Il faut ramener ceux qui ne parlent pas mal anglais vers le groupe. Un des moyens, c'est de basculer du mode verbal au mode écrit, parce qu'en chat, les gens parlent tous très bien. C'est en oral que c'est moins bon. Donc, il y a plein de trucs et astuces comme ça pour que ça fonctionne. Bon, j'ai dépassé, je suis à 47 minutes, en fait. Donc là, j'ai dépassé. Donc là, je vous ramène, si vous voulez en savoir plus, si vous avez vraiment une situation, un contexte, où vous dites, voilà, j'ai besoin d'aide parce que je voudrais avoir un petit coup de main sur comment faire mieux ma classe virtuelle, mieux animer ma communauté à distance, ou moi en tant que manager, être mieux sur la manière de fonctionner, même en tant que membre d'une équipe, je voudrais pouvoir être meilleur sur ça, n'hésitez pas, contactez-moi, prenez rendez-vous, on parlera de vous, je vous montrerai des retours d'expérience qui pourront vous aider, et puis vous aurez un éclairage qui vous donnera des idées pour la suite, une aide pour avancer. Donc ça, c'est gratuit. N'hésitez pas. Prenez rendez-vous. C'est pour vous que je le fais effectivement. J'espère que ça vous a été. Alors, l'ambassadeur, de question de Pascaline, technique ou seulement coach? Alors, l'ambassadeur en général, c'est plus quelqu'un qui aide sur les usages. Donc, ça peut être soit effectivement technique sur comment je branche, mais c'est possible, voilà, je voudrais organiser une réunion avec 20 personnes pour faire un petit webinaire. Comment je fais? Et l'ambassadeur qui comprend comment ça fonctionne, dire voilà, dans le cas de faire une réunion avec 20 personnes, donc, je te conseille de faire ceci comme ça, prendre telle technologie, tu mets tes slides comme ça, tu vas discuter comme ci, pour pouvoir l'aider. En fait, c'est un espèce de consultant interne, quoi. L'ambassadeur est un consultant interne qui va aider la personne à avancer par rapport à ses problèmes, à ses questions. Si évidemment l'ambassadeur est un peu, comment dire, dépassé parce que c'est trop technique, eh bien, il va escalader la demande à l'équipe centrale qui s'occupe du change management autour des outils collaboratifs. Et puis là, cette personne-là, l'équipe centrale pourra aider pour les choses compliquées. Du genre, je vais faire un séminaire avec 1000 personnes
en live, là, typiquement, ce n'est pas les mêmes capacités que faire un séminaire pour 20 personnes. Ce n'est pas la même chose. Donc là, effectivement, c'est le rôle de l'équipe centrale d'épauler l'ambassadeur. Eh bien, écoute, merci Élodie pour ton message. Hein. Je suis content que ce soit clair et engageant. Donc, plein de choses à partager pour vous. N'oubliez pas, contactez-moi, prenez rendez-vous et vous aurez plein de trucs en plus que je n'ai pas eu le temps de dire parce que j'ai 3 quarts d'heure. Hein. Donc, en 3 quarts d'heure, on est un peu limité par le temps. Rappelez-vous, mes formations durent une journée entière sur usage collaboratif. Donc, mettre 6 heures ou 8 heures de cours en 45 minutes, c'est difficile. Donc, j'ai dû réduire le volume de ce que je poussais vous dire. Eh bien, appliquez. Merci. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a été intéressant, utile, que vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas, contactez-moi, prenez rendez-vous. Et vous aurez effectivement plein de bonnes choses à raconter. Et on pourra comme ça échanger entre nous. Et je vous souhaite une très bonne journée, avec un beau soleil d'ailleurs aujourd'hui, dans la région parisienne. Au revoir.